Ah, les législatives 2022, qu'est-ce que c'était drôle. Ça va l'être un peu moins. Bon, les amis, vous savez, vous connaissez mon avis sur la politique, etc. De toute façon, je vais pas la répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc suivez-moi depuis longtemps et vous saurez ce que j'en pense. Bref, nous allons faire un petit compte rendu sur ces élections législatives en revenant un petit peu sur celle de 2017 et en expliquant quelques points qui, je pense, sont importants parce que le truc, c'est que depuis hier, c'est le bordel dans les médias. Voilà, tout le monde parle, machin. J'ai regardé vite fait un peu les débats. Alors, ils se prennent la tête, machin. Majorité, oui, pas. NUP, RN, machin et tout ça. Alors, je vais pas aller dans le fond. Enfin, je vais pas parler des opinions politiques ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire oui voilà tel parti ça, tel parti ci, pense ça, pense ci, pense ça et tout. Je vais juste parler en fait mécanisme de l'Assemblée nationale, du peu que je connaisse. Hein. Encore une fois, je suis pas spécialiste, j'ai suivi des cours au lycée et tout ça sur la politique et tout. Mais je me reporte surtout sur ce que j'ai lu dernièrement et tout et les choses, des petits pièges un petit peu qui ont pu être un peu disséminés. Alors, vous savez qu'en 2017, il y avait de nombreux partis qui ont participé aux législatives et ces partis ont eu l'occasion de se faire élire. Donc, on élit des députés dans des circonscriptions et ces députés vont siéger à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui se compose en tout de 577 sièges. D'ailleurs, une des assemblées les plus grandes je crois, des démocraties, parce qu'il me semble que dans d'autres pays, il y a beaucoup moins de sièges. Bref, ça a été vachement critiqué, le nombre de députés. Donc, il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on vote les lois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les lois sont discutées, sont votées et tout ça. Et le dilemme pour un parti politique qui est élu en tant que président de la République, par exemple Sarkozy, Chirac, Mitterrand et tout ça, c'est de pouvoir avoir à l'Assemblée nationale une majorité absolue pour pouvoir voter ces lois. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que si vous faites élire un président, la logique voudrait que 2 mois après, aux législatives, vous élisiez du coup le parti du président pour lui donner plein pouvoir. C'est comme ça qu'on appelle la majorité absolue. Ainsi, lorsque des lois se présentent à l'Assemblée nationale, sont discutées, etc., il y a un vote qui se fait. Alors après, on ne reviendra pas sur le fait qu'il y a beaucoup d'absentéisme et tout ça, malheureusement, c'est déjà assez décrié sur les internets, mais il y a une loi qui doit être votée, donc c'est voté par tête, donc chaque député va donner un vote pour cette loi, et si elle est votée à l'unanimité, après elle est renvoyée devant le Sénat pour qu'il valide si c'est bien constitutionnel, renvoyée devant l'Assemblée, enfin voilà, il y a un petit jeu de ping-pong un peu chiant à décrire et tout ça, mais en gros, si le président, donc là on prend Emmanuel Macron, a à sa disposition à l'Assemblée nationale, sous son Premier ministre, un parti majoritaire en majorité absolue, il n'aura de ce fait aucun mal à voter les lois qu'il a décidées pour notre pays. Par exemple, si Macron dit demain il faut que les routes soient à 50 et qu'il a la majorité absolue, son parti, logiquement, va voter pour cette loi et on aura cette loi qui mettra les routes à 50. Si par contre il n'a pas la majorité absolue, ça veut dire que lorsque la votation aura lieu, il ne sera pas garanti, avec son parti, de pouvoir avoir toutes les voix nécessaires, donc majorité plus 1, pour pouvoir faire passer la loi. C'est ce qu'on appelle du coup une majorité relative. Ça veut dire qu'il va devoir s'appuyer sur d'autres députés, d'autres partis politiques, associés ou pas au parti politique présidentiel, pour pouvoir voter ces lois. C'est pour ça qu'on dit une majorité relative. Il y a aussi un cas de figure encore plus dérangeant, c'est lorsque le président n'a pas une majorité du tout à l'Assemblée nationale et se retrouve du coup avec ce qu'on appelle une cohabitation. Ça veut dire qu'il y a un autre parti politique avec des idées différentes qui a une majorité ou plus de voix que le parti politique présidentiel. C'est ce qu'on a vu normalement, alors politique je suis pas très calé, mais je crois que c'est ce qu'on a vu avec Chirac et Jospin, où Jacques Chirac a dû mettre en place un Premier ministre socialiste, alors que lui-même était issu d'un parti de droite, soi-disant gaulliste, etc. Je crois que c'était le RPR à l'époque. Bref, ce qui fait que vous avez un président qui veut avoir une ligne de conduite du coup à son gouvernement A, et il va devoir adopter une ligne de conduite B parce que son gouvernement ou la majorité à l'Assemblée n'est pas du tout dans ses idées à lui. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, on n'a pas une cohabitation, donc c'est ce que Mélenchon espérait, parce que si la France Insoumise et NUP, j'y reviendrai après, arrivaient à se faire élire à la majorité absolue, ils n'auraient eu pas de choix que de,
élire un Premier ministre d'un parti opposé, voilà. Parce que le Premier ministre est censé représenter, c'est le chef du gouvernement, il est censé représenter en fait le gouvernement, l'Assemblée nationale, etc. Et du coup, il faut que ça soit celui du parti qui est majoritaire. Donc là, actuellement, on a une majorité relative, donc je pense que Emmanuel Macron n'aura pas de mal à conserver son gouvernement, donc il y en a qui parlent déjà de dissoudre l'Assemblée nationale, ça provoquerait des élections législatives anticipées, et ça nous ferait repasser devant les urnes, mais à ce moment-là, c'est comme en justice, quand tu fais appel d'une décision de justice, attention, il y a des risques que tu prennes plus cher que ce que tu avais pris à la base, et il y a des risques que Emmanuel Macron, avec cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui montrerait sa faiblesse, provoque du coup, du côté des Français, un vote de défiance plus important que ce qu'il a été le cas là maintenant, et qu'il se retrouve avec encore moins de sièges à l'Assemblée nationale. Sachant que l'Assemblée nationale peut être dissoute seulement une fois par an, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle est dissoute, il faut attendre 1 an pour redissoudre l'Assemblée nationale. On a vu par exemple en Italie et en Grèce, il me semble, pas mal de fois des dissolutions d'Assemblée nationale, justement pour contrer ce genre de problème d'assemblée non majoritaire. Donc là, actuellement, le président Macron, il a obtenu... Alors, on va juste passer sur l'année. Je suis en train aussi de faire mon rendu parce qu'il a planté, ça m'énerve. En 2017, le parti du président avait 308 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, il avait une majorité absolue. Ça veut dire que l'addition de tous les autres partis ne pouvait pas contrer le parti présidentiel. Donc, si vous voulez voter une loi, tous les autres partis, même s'ils se mettaient contre lui, la loi serait passée quand même parce qu'il a la majorité. Voilà. Donc il était à peu près tranquille pendant plusieurs années, du coup, avec ce système de majorité absolue, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du 49.3, l'utilisation... Alors, il faut savoir que déjà, l'utilisation du 49.3 a été limitée par la Constitution, ils ne peuvent pas l'utiliser quand ils veulent. Si demain, par exemple, Emmanuel Macron veut passer une loi qu'il n'arrive pas à la faire passer et qu'il veut la faire passer de force, comme la loi des retraites et tout, par un 49.3, il va devoir faire un vote de défiance, c'est-à-dire qu'en fait, il va devoir engager la responsabilité de son gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, par un vote. Et si le vote se conclut par une motion de censure, le président n'aura pas d'autre choix que de limoger son gouvernement et renommer des nouveaux ministres et tout le bordel et tout ça. Et ça peut, comme ça, paralyser l'intégralité du pays pendant plusieurs années jusqu'à une décision qui pousserait Emmanuel Macron peut-être à démissionner, à provoquer des législatives anticipées, des présidentielles anticipées ou quoi que ce soit. C'est ce qui s'est un peu... Pardon, je bafouille. C'est ce qui s'est passé avec François Hollande, où pendant le quinquennat de François Hollande, il y a environ 70 députés du Parti Socialiste qui ont été surnommés les frondeurs, car c'est des députés qui ont décidé de ne plus aller dans la ligne du parti présidentiel, et du coup, François Hollande s'est retrouvé parfois avec une majorité relative, donc il n'avait plus assez de voix pour faire passer ses lois, et c'est comme ça qu'ils ont fait passer le 49.3 plusieurs fois, etc. Sauf que à chaque fois qu'il y a eu un vote de défiance, donc ils ont demandé aux députés de voter pour une motion de censure contre le gouvernement, les frondeurs se sont abstenus, et du coup, vu qu'ils se sont abstenus, le gouvernement François Hollande a pu continuer comme ça sa politique jusqu'à la fin et jusqu'aux élections présidentielles où Macron a été élu. Donc là, en 2017, on voit bien qu'il avait une majorité absolue, donc il pouvait faire passer les lois comme il le voulait. Et là, en 2022, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il faut faire attention aux camemberts qui sont montrés sur Internet, parce que les camemberts montrent en fait les sièges en fonction des mouvements politiques et non pas des partis politiques. À savoir qu'il y a un parti politique, c'est Ensemble, c'est anciennement En Marche, en gros c'est le parti présidentiel. Il y a ensuite le Rassemblement National, donc Front National, qui sont passés de 8 sièges à 89 sièges. On a les Républicains, 61 sièges, UDI, Reconquête 0 et les autres partis. Autres partis, c'est divers droits, divers gauche, etc. Mais on a ici un élément qui s'appelle NUP, donc qui est né en fait entre la présidentielle et législative, qui s'agit en fait d'un mouvement, donc c'est une union de partis politiques qui rallie en fait la France Insoumise, donc Mélenchon, le pôle écologiste avec Yannick Jadot, il me semble, le Parti communiste français avec Fabien Roussel et le Parti socialiste avec je sais plus c'est qui le Parti socialiste, bref. Il faut faire attention parce que ils montrent tous les camemberts en disant NUP a 131 sièges. Sauf que NUP, en fait, c'est pas un parti politique. C'est une alliance de partis politiques. Donc en réalité, la France Insoumise n'a pas 131 sièges. Alors là, je crois une quarantaine, quelque chose comme ça. Donc le risque, en fait, de ce qui est en train de se passer, c'est que NUP n'est pas un parti politique, c'est une alliance.
à l'intérieur de cette alliance, il peut y avoir des divergences. Ça a déjà commencé hier, où Fabien Roussel du Parti communiste a fustigé pas mal de choses. Donc il peut commencer à y avoir une brisure au niveau de cette alliance qui détruirait tout simplement cette alliance NUP et reviendrait à l'état de parti politique. Et là, on se rendrait compte que la majorité présidentielle est relative avec 245 sièges, ce qui veut dire que l'intégralité de tous les autres partis, s'ils veulent voter contre une loi d'Emmanuel Macron, pourront le faire. Et là, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que passer un 49-3, une motion de censure, etc., etc. Donc là, on a en réalité une politique où il y a beaucoup de partis qui ont énormément augmenté, mais NUP ne représente pas, en fait, un parti politique. Donc c'est pour ça que vous entendez peut-être dans les journaux dire le Rassemblement National de Marine Le Pen est le premier parti d'opposition du gouvernement, ce qui leur donne la responsabilité apparemment de valider les finances du gouvernement. Ça, je ne suis pas sûr, mais apparemment, ça implique certaines responsabilités, certaines obligations au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça reste le premier parti d'opposition, car en réalité, NUP n'est pas un parti politique. Même s'ils ont 40 sièges de plus que le Rassemblement National, ils ne sont pas un parti politique, c'est une alliance de partis. Donc en réalité, en effet, après la majorité présidentielle relative, nous avons le Rassemblement National, et ensuite nous avons la France Insoumise, et le reste qui vient derrière. Donc qu'est-ce que ça va donner en gros pour les 5 années à venir? Je pense qu'on va assister à une gabegie encore plus importante que ce qu'on a pu assister avec le Covid et tout ce bordel. À mon avis, ça va être une sacrée histoire. Et je pense qu'en effet, Emmanuel Macron a du souci à se faire parce que même s'il a été réélu président, il a été élu par défaut. Il ne faut pas oublier que l'absentéisme et le vote blanc sont extrêmement importants, vraiment très importants, ce qui relate justement d'une prise de conscience des gens que le vote n'était plus forcément utile ou ne changeait pas grand-chose. Et ça, c'est triste dans un pays qui est censé être une démocratie. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est très important, c'est très grave pour lui parce qu'il n'est pas assuré du tout de pouvoir passer les lois qu'il désire passer librement, donc la loi des retraites, enfin son projet de retraite, son projet d'écologie, son projet de ci, son projet de ça. Il va avoir beaucoup de mal à faire passer, donc il va falloir qu'il marche sur des œufs, il va falloir qu'il soit très in fine vis-à-vis de ses communications, etc. Il ne pourra pour moi pas se permettre des propos comme il a tenu ces 5 dernières années envers les gilets jaunes, envers les gens qui l'emmerdent, les gens qui veulent pas se faire vacciner. Il ne pourra pas tenir du tout ce genre de propos parce que ça va tout de suite crisper les partis politiques et les rendre encore plus réfractaires à lui accorder leur voix lors du vote d'une loi, même s'ils seraient d'accord avec cette loi. Maintenant, pour terminer ce podcast, vous allez me dire, ok, très bien, mais est-ce que le pass sanitaire va revenir? Est-ce que ces choses-là vont revenir et tout ça? Alors, il faut savoir déjà que c'est plus vraiment la République française qui dirige, c'est l'Union européenne. C'est mon opinion. Donc en gros, c'est pas forcément la France qui gère ce truc-là. La France fait juste qu'obéir en fait à l'Union européenne. Maintenant, Mélenchon n'est pas contre le pass sanitaire et n'est pas contre la vaccination. Donc attention, la France Insoumise qui représente quelques dizaines de sièges, voire même un peu plus, n'est pas forcément suffisamment fort pour faire passer un pass sanitaire. Cependant, si demain Emmanuel Macron, son gouvernement décide de refaire passer une loi pour le pass sanitaire, il y a de fortes chances que ça passe. Parce que le seul parti d'opposition, c'est le Rassemblement National avec 89 sièges. Ils n'auront pas suffisamment de poids pour pouvoir contrer cette votation. Parce que je pense que NUP s'allierait forcément avec le parti présidentiel. Voilà, dans les partis politiques qui étaient contre, mais vraiment contre le pass sanitaire, il n'y en avait pas beaucoup. C'était le Rassemblement National, c'était Florent Philippot avec Patriote, c'était Jean Lassalle, je crois, et c'est tout. Il n'y en avait pas énormément qui étaient contre le pass sanitaire. Donc il faut pas rêver, de toute façon, c'est pas avec un gouvernement pareil qu'on sera exempt de pass sanitaire si la situation viendrait bizarrement se dégrader. Moi, je veux pas être dans le complot ou quoi que ce soit, mais voilà. Au moins, les choses sont dites et je trouve ça très bien. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir, aura répondu à certaines questions. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis très intéressé d'avoir votre avis. Dans tous les cas, je pense qu'on y reviendra de toute façon prochainement parce qu'il va y avoir du grabuge. Soit un changement de gouvernement, de Premier ministre, on sait pas trop, on verra. Allez, des bisous, salut.